Alors, quand les Jésuites concédaient des terres, présentation de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, là, je ne sais pas, je n'ai pas pensé dire ça, là, mais je suis Mario Lucier, le président de la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Puis, ben, il y a quelques collègues dans la salle également qui sont là, des membres du conseil d'administration. Rapidement, j'ai vu passer Hugo Chouinard, Denis Paul, Francine Trudel ainsi que Céline Bouchard-Durand qui sont là dans la salle. J'ai vu également Lisette Godbout qui était là tout à l'heure et notre collègue Charles Breton-Demeule du conseil d'administration est absent ce soir. Alors, allons-y. Alors, introduction rapide. Alors, les Jésuites étaient généralement des prêtres qui étaient venus en Nouvelle-France pour, entre autres, agir comme missionnaires auprès des populations autochtones rencontrées par les Français. L'histoire les a représentés, vous le savez probablement plus que moi, amplement, notamment avec l'étiquette discutable des saints martyrs canadiens. Alors d'ailleurs, je dis plusieurs rues de Loretteville, près de l'école La Source, sont nommées en l'honneur de ces saints martyrs canadiens. Donc de ces jésuites massacrés par les méchants Iroquois qui leur ont arraché les ongles et découpé les doigts un après l'autre en les faisant souffrir allègrement. Bon, vous connaissez l'histoire, c'est discutable, c'est l'étiquette que j'ai utilisée. Alors, ce n'est a priori pas le missionnaire jésuite qui nous intéresse dans cette présentation ce soir, mais bien le jésuite en tant que propriétaire d'une seigneurie. Celui, donc, le jésuite qui concède des terres et qui en exploite les revenus. Celui qui finance sa vision éducative dans son collège à l'aide de ses revenus fonciers significatifs. Les jésuites vont devenir au 18e siècle les plus importants propriétaires fonciers dans la vallée du Saint-Laurent. Le territoire que l'on nomme aujourd'hui la Haute-Saint-Charles ne fait pas exception à cette réalité. Alors, juste pour vous dire, là, rapidement, pour terminer cette mise en contexte, l'ordre des Jésuites va être aboli après la conquête, et autant par les occupants anglais, là, les nouveaux régnants sur le territoire, que par la papauté qui va également abolir l'ordre des Jésuites. Donc, les Jésuites vont avoir le droit de continuer à exister tant et aussi longtemps que l'un d'entre eux est vivant. Alors, ils n'auront pas le droit de recruter et d'avoir de nouveaux membres dans leur ordre. Donc, on sait qu'à terme, les biens des Jésuites vont être disponibles pour le plus féroce acquéreur, on va dire ça comme ça. Puis, ce sont des biens considérables parce qu'ils ont des revenus fonciers considérables annuellement. Alors, ça va faire toute une histoire à la mort du dernier jésuite en 1800. Et ces biens-là vont être finalement, je ne vous vole pas un punch, ils vont être finalement acquis par la couronne britannique. Et bien voilà, alors ultimement, c'est la couronne qui va en tirer les revenus. Enfin, prochaine diapositive. Alors, je vais y aller comme ça. Ah, comme ça. Alors, je vous ai mis une image ici du jésuite, là, euh, qui est comme un guide, là, tout habillé de noir là, devant la population autochtone. C'était pour vous montrer un peu ce fameux jésuite. Là. J'ai cherché un extrait, je ne sais pas s'il y en a ici dans la salle qui ont déjà vu le film Robe noire, avec celui qui joue le jésuite principal dans le film, là, qui est l'acteur qui s'appelle Lothaire Bluto. Alors, c'est un film magnifique, là, entre autres. Là. Si jamais vous avez jamais vu ça, je vous souhaite de l'écouter bientôt. Je vous ai mis aussi, en fait, j'ai parlé de la mission éducative des Jésuites. On a ici, là, en ville, à Québec, dans le centre-ville, là où se trouve aujourd'hui l'hôtel de ville de la ville de Québec, donc sur la rue des Jardins, ou du Jardin. Eh bien, avant de construire l'hôtel de ville en 1896, si je ne me trompe pas, bien, on retrouvait le vieux collège des Jésuites à cet endroit-là. Collège où vivaient donc les Jésuites qui étaient les propriétaires de la Seigneurie Saint-Gabriel. Donc, Loretteville se trouve aujourd'hui dans la Seigneurie Saint-Gabriel, mais également là, les propriétaires de l'ensemble des seigneuries jésuites de la vallée du Saint-Laurent. Donc, c'était dans le collège que les Jésuites vivaient, organisaient, recevaient les revenus de leur possession foncière. Donc, cet édifice a été démoli pour laisser place à l'Hôtel de Ville de Québec aujourd'hui. Alors, je présente quelques représentations des seigneuries dans la région de Québec. Celle-là ce premier plan date de 1792. Alors, c'est peut-être pas super clair pour vous là, ici, là, mais ce que je veux vous montrer sur ce plan, alors vous allez probablement voir ma souris bouger, là, regardez-la bien. Ici, on a une partie de la seigneurie de la Côte de Beaupré. À droite, complètement sur la carte, on a le fleuve Saint-Laurent complètement au sud, donc au bas de la carte.
Donc, voisin de Beaupré, on a Beauport, donc la seigneurie de Beauport. Puis tout de suite après, on a Notre-Dame-des-Anges. Ici, j'ai mis une grosse flèche qu'on appelle aussi Charlebourg. Alors, Charlebourg, Notre-Dame-des-Anges est une seigneurie jésuite. Ce n'est pas dans le secteur de la Haute-Saint-Charles, mais la Haute-Saint-Charles, donc la seigneurie Saint-Gabriel, où se trouve Loretteville aujourd'hui, entre autres, est une seigneurie qui va faire affaire avec des institutions qu'on va retrouver à Charlebourg. Par exemple, dans la concession d'une seigneurie de la Nouvelle-France, du roi, si on veut, là, à un seigneur, en l'occurrence le jésuite, bien, il y a des tâches que ce dernier doit effectuer. Une des tâches qu'il doit effectuer, c'est de rendre la justice. Il y avait deux niveaux de justice dans le régime seigneurial, la haute et la basse justice, et qui représentaient un peu une justice, la haute justice menait à la justice criminelle, si on veut, là. Et c'était à Charlebourg là, que l'on rendait cette justice-là. Alors, il n'y avait pas la justice qu'on rendait à Loretteville, mais quand il y avait un cas qui se présentait, par exemple, dans la seigneurie Saint-Gabriel, là, je dis Loretteville, mais ça peut être Val-Saint-Michel ou une partie de Neuchâtel et tout ça, ben, on allait rendre justice à Charlebourg pour ne pas dédoubler, en fait, l'institution qui était quand même assez proche. Donc, on voit la flèche où se trouve Charlebourg, juste ici. Si on continue un petit peu plus vers l'ouest, on a deux petites seigneuries, là, deux petites bandes, Orsainville et Saint-Joseph. Ce sont des petites seigneuries qui appartenaient une à l'hôpital général, aux sœurs de l'hôpital général de Québec et l'autre à la famille, là, aux descendants de Louis Hébert. Puis, un peu plus à l'ouest, toujours, on a ici, vous voyez, c'est écrit Fief Saint-Ignace avec le lac Saint-Charles que l'on devine ici, là. Alors, c'était un démantèlement de la seigneurie Saint-Gabriel et qui appartenait aux mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, donc les sœurs de l'Hôtel-Dieu. Et enfin, complètement à gauche, par exemple, sur la diapositive, vous avez la seigneurie Saint-Gabriel, donc qui débutait essentiellement au boulevard de la Colline à l'est et qui se terminait à la route de l'aéroport à l'ouest. Donc vers le nord, ça se terminait quelque part dans la ZEC Batiscan-Nelson et vers le sud, avec confusion, à la limite de Charlebourg, dans le coin du boulevard versant nord, plus ou moins, avec le temps, ça va bouger. Également, face à la seigneurie Saint-Gabriel sur le fleuve, il y a également une autre seigneurie jésuite qui s'appelle la seigneurie de Sillery. Donc, essentiellement, au départ, dans le secteur de la ville de Québec, il y a trois seigneuries jésuites, l'immense seigneurie Saint-Gabriel, la seigneurie de Sillery et la seigneurie de Charlebourg. Voilà. J'ai un autre plan qui va suivre, cette fois en 1810, où on voit un petit peu mieux, un peu plus largement, mais pas avec le même point de vue non plus. Donc, on a ici là, Saint-Gabriel, vous voyez bien le nom ici, l'immense seigneurie Saint-Gabriel, qui n'a pas deux côtés parallèles là, qui s'élargit, plus on s'en va au fin fond des terres. Vous avez d'ailleurs la grande rivière Jacques-Cartier qui traverse la seigneurie Saint-Gabriel et d'autres seigneuries d'est en ouest. Actuellement, le secteur de Valcartier se trouve dans la seigneurie Saint-Gabriel et ben, la rivière Jean-Cartier va y couler. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Val-Cartier, le secteur s'appelle comme ça. Donc, c'est la vallée de la Jacques-Cartier, c'est ça la signification. Donc, cette grande seigneurie Saint-Gabriel était une seigneurie jésuite. On va retrouver une autre seigneurie jésuite qui va être achetée par les jésuites éventuellement, juste ici, Bel-Air, vous voyez, ou Montagne à Bonhomme. Alors, c'est là où se trouve le lac Bonhomme, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. C'est une seigneurie qui va devenir jésuite éventuellement. Puis, on a évidemment ici là, la seigneurie Notre-Dame-des-Anges, donc Charlebourg, avec son église ici. Là, c'est très petit quand même, je comprends bien. Là. On voit l'église de Charlebourg, on voit l'église de la Jeune Lorette, donc l'église qui se trouve au village Huron, là, la chapelle Notre-Dame de Lorette, avec le mot moulin écrit juste en dessous. On ne le voit pas, mais croyez-moi, c'est ce qui est écrit. Et on a également un petit peu plus au sud, toujours dans la seigneurie Saint-Gabriel, le secteur de l'Ancienne Lorette, qui est une plus vieille paroisse dans le secteur. Alors, on a également le mot Sillery ici, plus au sud, vers le fleuve, qui est également une seigneurie jésuite. Alors, voici un grand panorama, en fait, du nord, la couronne nord de la ville de Québec, ainsi que des secteurs longeant le fleuve éventuellement, là,
jusqu'à Neuville ici. La carte se cesse à Neuville, à gauche complètement de la carte que vous voyez. Alors, pour ce qui est de ce qui nous intéresse particulièrement dans le territoire actuel de la Haute-Saint-Charles, en fait, la seigneurie Saint-Gabriel occupe la principale partie de ce territoire-là. Donc, c'est la principale seigneurie dans le territoire de la Haute-Saint-Charles aujourd'hui. C'est une seigneurie qui englobe Loretteville en entier, une partie de Neuchâtel, donc à l'ouest et au nord de Loretteville, donc tout ce qui est Montchâtel, entre autres, mais également Neuchâtel-Nord, là, à partir de l'ancien boulevard Martel, là, qui s'appelle la rue de la rivière Nelson, si je ne me trompe pas. Alors, donc, tout ce secteur-là, là, vers Valcartier, fait partie de la seigneurie Saint-Gabriel. Alors, dans notre arrondissement de la Haute-Saint-Charles, les secteurs de Saint-Émile, du lac Saint-Charles et de Neuchâtel à l'est sont inclus, eux, plutôt dans la seigneurie Saint-Ignace, qui appartenait aux mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec. Je vous rappelle cependant que la seigneurie Saint-Ignace est un détachement de la seigneurie Saint-Gabriel à son origine. Donc, j'écris à la fin également, cependant, Saint-Gabriel déborde notre arrondissement, notamment en incluant le secteur de l'Ancienne-Lorette et une partie de Sainte-Foy, vers le nord de Sainte-Foy, pardon, également va déborder vers en fait, le village de Valcartier au nord et encore plus vers le nord là, du territoire, vers la ZEC Batiscan-Nelson éventuellement. Voilà. La seigneurie de Guillaume Bonhomme. Alors, la montagne à Bonhomme, on l'appelait comme ça, la seigneurie Guillaume Bonhomme ou la seigneurie de Bel-Air, elle va être concédée à quelqu'un, à une personne qui s'appelle Guillaume Bonhomme en novembre 1682. Cependant, nos amis les Jésuites vont acheter des parties, là, une après l'autre, de cette seigneurie pour en devenir les seuls et uniques propriétaires lors de l'aveu et dénombrement de 1733. Je prends votre question dans une minute. Je crois que c'est M. Gilles Beaulieu. Alors, lors de ce dépôt, donc de ce document, ils viennent de procéder à l'achat de la dernière partie de la seigneurie. Cette acquisition nous démontre à nouveau que les Jésuites vont augmenter la quantité des terres qu'ils possèdent dans la région que l'on appelle le gouvernement de Québec. Alors, M. Gilles Beaulieu, je crois que vous avez levé la main. Je vous écoute. La parole est à vous, M. Beaulieu. Je ne vous entends pas, malheureusement. Alors, je vais continuer, puis si jamais vous vous mettez à parler, on va vous laisser poser votre question. Alors, je vais passer à la prochaine. Oups, pardon, je suis allé trop vite. La prochaine diapositive. Alors, qui s'intitule Les concessions de terre. Alors, afin d'obtenir des revenus annuellement, les seigneurs jésuites devaient, et ils en avaient l'obligation, concéder des terres à des censitaires. Ces concessions se faisaient généralement à l'aide d'un contrat rédigé par un notaire qui travaillait au service des seigneurs jésuites. Alors, une copie du contrat était remise au censitaire, qui ne le lisait plus jamais parce qu'il ne savait pas lire, vous comprenez bien. Une autre était conservée dans le greffe du notaire et une dernière conservée par les jésuites. L'acte de concession détermine les rôles et les devoirs des parties dans le contrat. Alors, les rôles et les devoirs vont varier selon les secteurs et les époques et selon l'endroit où se trouve chacune des censives, donc chaque terre concédée. Il est un peu faux de croire et de prétendre que chaque contrat de concession de terre dit exactement la même chose. Alors, chaque seigneur a ses propres demandes, ses propres exigences, et ça va bouger à travers le temps et ça va être très variable, notamment par rapport aux revenus que génère chaque censive. Souvent, c'est une proportion calculée en fonction de la superficie occupée par la terre concédée. Alors, il y a plein de choses qui peuvent faire varier, en fait, les revenus. Mais enfin, et pas seulement les revenus, mais l'ensemble des droits et des devoirs, en fait, du seigneur et du censitaire. Puis là, j'ai écrit ça, c'est lorsque les Jésuites concédaient par écrit et ou lorsque les documents ont été préservés et ou retrouvés. Bon, on a la chance avec les Jésuites d'avoir une série de documents, là, c'est des mètres et des mètres et des mètres, voire des centaines de mètres de documents, qu'on appelle les biens des Jésuites. Les biens des Jésuites, comme les Jésuites sont disparus, je l'ai évoqué tout à l'heure en 1800,
il y a une querelle entre plusieurs acteurs pour prendre possession des biens des Jésuites après la mort de Jean-Joseph Cazot au mois de mars 1800, pour savoir qui allait gérer les biens des Jésuites. Il y a eu la création d'une commission de la gestion de l'administration des biens des Jésuites au nom de la couronne. Et ça fait en sorte que comme la couronne a pris possession des biens des Jésuites, bien, ils en ont conservé les archives. Alors, heureusement, ça s'est rendu jusque dans les voûtes des Archives nationales du Québec. Et pour ce qui est de la connaissance seigneuriale des biens des Jésuites, bien, on a une multitude de documents. Donc, quand je dis « et ça », lorsque les documents ont été préservés ou retrouvés, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de pertes sur des documents jésuites. Il y a beaucoup de documents qui sont préservés, je dirais la grande majorité de ces documents-là, et ça fait le bonheur des historiens, bien sûr. Quand je dis ça, c'est lorsque les Jésuites concédaient des terres par écrit. Eh bien, sachez que nos amis les Jésuites et bien d'autres seigneurs avaient la malencontreuse habitude parfois de concéder des terres verbalement. Alors, ce qui fait en sorte que pour nous, les historiens, c'est un grave problème parce que nous, on travaille avec des sources écrites et quand ce sont des paroles, eh bien, on n'en a pas trace et a priori, on ne peut pas reconstruire le passé disparu à l'aide de paroles qui sont disparues à tout jamais. Alors, ça fait bien des problèmes, j'en reparlerai un peu plus tard, notamment. Justement. Alors, il concédait verbalement et une des raisons qui est évoquée pour comprendre le geste de concéder verbalement, c'était de mettre à l'essai un nouveau censitaire, donc un nouveau paysan qui allait s'installer et cultiver la terre. Vous savez qu'il y a des études qui ont été faites qui démontrent que lorsqu'un censitaire célibataire se fait concéder une terre et que dans les 2 ans après la concession, il ne réussit pas à se marier et donc à se doter d'un réseau d'alliances, surtout lorsqu'il s'agit d'un immigrant, eh bien, la concession est bien souvent abandonnée et perdue par le censitaire. Les jésuites ou les seigneurs en général reprennent possession de la terre assez rapidement pour la reconcéder à nouveau. Donc, c'est cette idée-là de mettre à l'essai un nouveau censitaire. Souvent, on concède verbalement, puis par la suite, on va reconcéder par écrit lorsque nécessaire. Alors, également, lorsqu'on concède une terre par écrit, on indique toujours qui sont les 2 voisins du censitaire. Hein? Voisin, hein, on concède à Joe Blow, puis Joe Blow, il a comme voisin à l'est Gérald, puis à l'ouest Jean-Guy. Hein? On dit ça comme ça. Alors, on l'indique toujours. Alors, on peut donc déduire, en lisant un acte de concession d'une concession écrite, qui étaient les voisins et chercher les actes de concession de ces voisins-là. Et parfois, on ne les retrouve pas, ces actes de concession-là, et c'est là qu'on peut déduire qu'ils ont probablement été concédés verbalement. Alors, c'est une des pistes que l'on se donne lorsqu'on comprend qu'il n'y a pas d'acte de concession. Alors, on assiste même là, parfois à la disparition, j'ai mis des guillemets, de certains censitaires qui disparaissent complètement dans les registres. Quand je parle de registres, ce sont les baptêmes, mariages, sépultures. On ne les retrouve pas. C'est comme s'il y avait des gens qui n'avaient pas existé, qui n'avaient pas laissé de traces, puis qu'on retrouve comme voisins à un moment d'un censitaire qui s'est fait concéder une terre par écrit. On le nomme, puis ce gars-là, il n'existe pas. Il a disparu ou il n'a jamais existé réellement dans un autre document que dans son nom qu'on inscrit comme voisin. Alors, on a plein d'hypothèses qu'on peut lancer à la suite d'une constatation comme celle-là. L'inventaire des actes de concession de terre. Là, je parle au jeu parce que c'est moi qui ai fait ça particulièrement. J'ai effectué un inventaire exhaustif des actes de concession écrits conservés dans le fonds des biens des Jésuites aux Archives nationales du Québec. Donc, un inventaire de censives concédées dans le territoire actuel de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Comme je t'ai dit tantôt, là, j'allais t'appeler H212, c'est le nom du local où j'enseigne au cégep. Société d'histoire, comme je t'ai dit tantôt, là.
la seigneurie Saint-Gabriel est plus grande que le territoire de l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Donc, moi, je me suis concentré précisément sur les terres concédées dans notre territoire, celui de la Haute-Saint-Charles. Donc, cet inventaire porte sur la période du 9 avril 1675 et se termine au 21 décembre 1794, au moment, ou à peu près, là, où la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette va être créée. Va être créée du détachement de la paroisse de Charlebourg. C'est précisément 180 concessions de terre que j'ai retrouvées et que j'ai en partie lues lorsque j'ai fait mon inventaire des concessions. Alors, plusieurs blocs de ces concessions ont des particularités lorsqu'on en fait une analyse qualitative. Alors, évidemment, de les rentrer dans un fichier Excel, puis de dire ben, telle année, telle année, telle année, tel gars, tel voisin, tel notaire, etc., c'est assez facile à faire. Mais lorsqu'on observe ce fichier-là, on constate des choses qui sont super intéressantes. Puis je vais te donner des exemples de particularités que j'ai trouvées dans mon inventaire. Première constatation, ça ici, ce sont les premières concessions. Donc, le 9 avril 1675, 12 juillet 1676, 22 février 1679, 26 mars 1679, 11 décembre 1682 et 12 avril 1689. Alors, dans ces premières concessions-là, là, en ordre chronologique, c'est René Bisson, Jean Marnet, Jacques Barbeau, Emmanuel Lopez dit Madère, Maître René Hubert et Jean Le Rouge. Alors, on indique également l'endroit où on les loge, donc je vais dire ça comme ça. Alors, le premier, c'est dans la seigneurie Saint-Gabriel le long de la rivière Saint-Charles. Alors, ensuite, on a le village Saint-Antoine, 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 Saint-Antoine. Ce qui est super intéressant là-dedans, puis là, je n'avais pas la place pour tout te mettre, mais je te le montrerai tout à l'heure, c'est que moi, je note dans mon inventaire, en fait, les voisins. Et lorsqu'on concède le 9 avril 1675 à René Bisson, alors c'était René Bisson dit Lépine, soit dit en passant, eh bien, il a des voisins. Alors, il est, en fait, dans les documents, le premier que l'on retrouve à avoir une terre concédée. Mais il a déjà des voisins. C'est ça qui est le plus intéressant pour nous. Alors, ce qui nous indique, là, en validant, en fait, des informations sur les voisins, en recoupant des sources, on est capable de dire que 1675, ce n'est pas le premier moment de la première concession dans la seigneurie Saint-Gabriel, dans le secteur que l'on appelle aujourd'hui l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Ça serait plutôt 1670 ou 1671. Alors, les premières personnes à s'être retrouvées, en réalité, sur ce qui est la rue Racine, visiblement aujourd'hui, d'un côté comme de l'autre de la rivière Saint-Charles, c'est clairement des gens qui étaient là en 1670-71, quelques mois avant ou après, c'est à peu près au même moment, les premières concessions qui se déroulent dans la même seigneurie, mais dans le secteur que l'on va appeler l'ancienne Lorette. Donc, on n'est pas capable de dire, hors de tout doute, si les premiers censitaires se sont trouvés là, plus au sud vers l'ancienne Lorette ou plus au nord vers ce qui va devenir la jeune Lorette, donc éventuellement là, la rue Racine, si on veut. Donc, il y a des personnages intéressants dans ce qu'on voit ici à l'avant. À l'avant étant la diapositive que vous voyez à l'écran plutôt. Alors, on a un gars qui s'appelle Jean Le Rouge. Jean Le Rouge, c'est un personnage très intéressant parce qu'il était architecte et il avait bâti, entre autres, là, il avait eu un contrat pour bâtir le moulin des mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec qui se trouve sur la rivière du Berger. Où se trouve donc, où croise la rivière du Berger, le boulevard Bastien et la rue Élisabeth II. Donc, il y avait un moulin à eau faisant farine et c'est lui qui l'avait érigé en 1695. Il avait fait d'autres constructions également dans la ville de Québec. Je crois qu'il avait fait la première porte Saint-Louis en ville de mémoire. Là, ça se peut que je me trompe en disant ça. Et ce qui est intéressant par rapport à notre ami Jean Le Rouge, c'est qu'on constate que la date de la concession de sa terre est le 12 avril 1689. Mais lorsqu'on lit l'acte de concession, le notaire note dans l'acte
qu'il occupe cette terre-là depuis 9 à 10 ans. Alors, depuis 9 à 10 ans, Jean le Rouge est déjà installé dans le secteur, sur sa terre. Du moins, il la possède, la terre. Alors, de là à dire s'il s'est construit une maison là, précisément à cette époque-là, s'il y habite, s'il y a établi feu et lieu, on peut se questionner. Mais il est déjà là depuis 9 à 10 ans, donc ce qui fait reculer la date réelle de la concession en plusieurs années. Est-ce que ça va jusqu'ici? Oui? Tout le monde? Oui, M. Bernard, c'est probablement Bernard Poirier qui a levé la main. Oui, c'est ça. Allez-y, allez-y. Est-ce que monsieur Jean Le Rouge-là, est-ce que son nom pourrait avoir été changé pour Leroux, à un moment donné, dit cardinal, qu'on retrouve souvent dans les actes? Ça m'étonnerait parce que Jean Le Rouge a quand même assez une importance certaine là, pour pérenniser son nom, notamment. Si je me souviens bien, puis là, je vous dis ça sous toute réserve, il y avait entre autres marié ou une des filles d'Emmanuel Lopez d'Imadère, je crois bien. Donc, le nom va perdurer là, quelques générations certainement. Je n'ai pas fait une recherche exhaustive, mais ce serait à vérifier. Mais j'opterais plus comme réponse pour dire, je pense que c'est vraiment Jean le Rouge. Là, il a eu un rôle assez important là, en Nouvelle-France, là, je OK. croirais. Pour ce qui est de Maître René Hubert, c'est un personnage super important aussi. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans certaines de mes présentations d'un fief, d'une seigneurie qui se trouve au nord des seigneuries Saint-Ignace et Saint-Gabriel, un fief qui porte le nom de fief Hubert. Eh bien, ce fief-là, hein, c'est à lui qu'on va le concéder éventuellement, René Hubert, et c'est la famille Hubert qui va le posséder, en fait, ce fief-là, pendant plusieurs dizaines, voire centaines d'années presque, puisque vous savez, il y a eu un évêque de Québec qui s'est appelé Jean-François Hubert, donc c'était un de ses descendants, qui va céder à une de ses nièces la seigneurie, le fief, dont j'oublie le prénom. Une Madame Hubert qui s'est mariée avec John Nelson, qui était le fondateur de Valcartier. Et c'est lui qui va hériter John Nelson, le fondateur de Valcartier, de ce fief-là au nord, qui ne sera éventuellement jamais occupé, jamais habité en permanence, et tellement loin au nord qu'il sera à peu près jamais exploité non plus. Alors, quand on parle aujourd'hui de la ZEC Vatican-Nelson, au nord de la ville de Québec, là, ben, ça fait partie de ce territoire-là, et elle porte le nom de Vatican parce que c'est la rivière qui y coule, et Nelson à cause du nom de John Nelson. Voilà. Alors ça, c'était le premier bloc. Alors, 2 participants ont levé la main. Là, je ne vous vois pas vos noms, mais allez-y un après l'autre. Je vais vous écouter. Si vous avez des questions. Alors, 3 participants même ont levé la main. Je ne sais pas qui veut parler en premier. Euh, Allez-y, Vincent Savard. Monsieur Vincent Savard, la parole est à vous. Jean Le Rouge, c'est lui qui avait cédé du terrain pour l'établissement des Hurons? Non, c'est pas lui. En fait, c'est Joseph Brosseau qui va non pas céder des terrains pour l'établissement des Hurons, mais Joseph et Nicolas Brosseau vont se faire réquisitionner leurs terres par les Jésuites pour établir les Hurons en 1697. Alors, bon, pour ce qui est de Jean le Rouge, là ça m'éveille un petit quelque chose. Il est possible qu'une partie de sa terre ait été réquisitionnée, effectivement, lui aussi, pour établir les Hurons en 97, là, quelques années plus tard. Là, faudrait que je revalide le tout avec précision, mais on est dans le secteur. Là. Et vous constatez, là, ça me permet, M. Savard, merci pour votre question, là, de vous dire que toutes ces terres-là sont concédées avant l'arrivée des Hurons. Les Hurons vont arriver dans notre secteur en 1697 là, pour s'y établir en permanence. Avant ça, ils étaient à l'ancienne Lorette depuis 1673. Alors là, on a des personnages là, qui ont leur terre autour de la rivière, près de la chute, et certains d'entre eux là, vont effectivement perdre leur terre aux mains des Hurons. Là. Perdre étant un mot un peu fort, là. Ils vont se faire exproprier là, dans le fonctionnement du système seigneurial. Il y a quelque chose prévu pour ça. Leur terre pour établir donc les pupilles, là, comme on les appelait à l'époque, des Jésuites. Alors, il y avait d'autres mains levées tantôt. Francine?
Francine Trudel, la parole est à toi. Oui, c'est juste pour répondre à Bernard, ton Jean Leroux dit cardinal, en tout cas celui c'est un gars qui a marié la veuve de Jacques Savard et non, c'était pas du tout du genre architecte. Alors, C'est pas le non. même gars. Et que c'est pas le même gars. Bon, merci beaucoup, Francine. Mais Alors, oui. voici pour les premières concessions. Là, je ne vous ai pas mis les voisins parce que j'ai plein d'autres notes éventuellement par la suite dans d'autres colonnes, là, mais on y est allé comme ça. Les premières concessions officielles écrites. Alors, après ça, ma deuxième observation, c'est ouvrir un nouveau rang et procéder systématiquement. Alors, tu as ici un ensemble de concessions, là, précisément de 5 terres, qui sont concédées toutes le 15 mars 1698 à la suite de 5 fois d'une concession verbale qui a été faite depuis 2 ans à 5 personnes. Le premier s'appelle Jean Verrette, le deuxième s'appelle René Duchesneau, dit Sans regret, le troisième s'appelle Joseph Verrette, le quatrième s'appelle Pierre Ledoux, qui a eu un fils célèbre qui s'appelait Nicolas Ledoux dit Latreille. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et le cinquième est Jacques Gervais. Ça, là, l'observation qu'on fait de ça, de ces concessions-là, c'est que clairement, à un moment précis, les Jésuites ouvrent une nouvelle côte, ouvrent un nouveau rang. Alors, ils le font au sud d'un rang plus ancien. Il y a sans doute une demande importante pour pouvoir loger de plus en plus de personnes. Je vous rappelle qu'on est à peu près là, 25 ans après l'arrivée des filles du roi. Donc, les enfants qui sont nés des premiers mariages des filles du roi, là, ils ont 25 ans, ils veulent avoir une terre, ils veulent s'établir, puis on a besoin de les localiser quelque part. Donc, les Jésuites voient l'opportunité d'ouvrir un nouveau rang, puis ben, ils s'organisent pour concéder vite, efficacement, d'abord verbalement, puis après ça, bang, on officialise le tout. La même journée, passez tout, le notaire il est au Collège de Québec, puis il signe tous les actes en même temps. On les date toutes de la même journée. Au début du printemps, ça fait en sorte que tu vas repartir avec tes documents, tu vas attendre que ça fonde une couple de semaines, tu vas aller commencer à bûcher sur ta terre. Alors, donc, Jean Verrette, Joseph Verrette, c'était des frères. Duchesneau dit Sans regret va finir par déménager et se retrouver l'autre bord de la rivière dans le secteur de la côte Saint-Martin d'Ipincourt. Puis Pierre Ledoux, ben, en fait, c'est la famille Ledoux dit Latreille qui va séjourner sur le territoire de Saint-Jacques là, et avoir une certaine réputation un petit peu difficile à travers le personnage Nicolas Ledoux dit Latreille qui va battre un voisin, François Chartré, à coup de bâton en revenant du moulin, etc. Vous connaissez l'histoire. Alors, Vincent Savard, vous avez une question. Allez-y. Je me note que ces 5 concessions ont été reçues par le même notaire. Oui, oui, tout à fait. Là, dans ma colonne suivante, c'est le nom du notaire qu'on retrouve. De mémoire, pour ceux-là, c'est François Genaple dit Belfond qui a concédé là, à la fin du 17e, comme ça, là, de nombreuses terres dans le secteur. Donc, c'est toujours le même. Comme je disais au départ, là, généralement, il travaillait pour les Jésuites, puis il signait des actes là, qui sont tous pareils à peu près. Des fois même, on remarque que les formulaires ont tous été préécrits, si on veut. Puis on rajoute des mots, là, des noms là, dans les trous. Là. On dirait que ça paraît finalement là, que ça a été fait un petit peu là, machinalement là, avant de procéder rapidement là, à la signature et tout ça. Alors, et ils sont tous aussi, là, ce qui est intéressant, là, voisins les uns des autres. Là. Alors, donc, quand on concède à Jean Verrette, ben là, il est au nord là, des terres. Là, fait que, au nord, il y a les terres du petit Saint-Antoine. Ben, il est voisin du Chêneau de Saint-Regret. Joseph Verrette, il est voisin du Chêneau de Saint-Regret, puis Pierre Ledoux, etc. Vous voyez l'idée. Alors, ça se fait très bien. Là. On peut retrouver notre monde facilement dans une situation comme celle-là. Alors, prochain, encore une fois, ouvrir un nouveau rang et procéder systématiquement. Alors, ici, on a un ensemble de concessions de terre qui ne sont pas les premières dans ce rang-là, mais qui sont au sud des premières terres concédées sur l'Ormière. Alors, donc, on se retrouve le 8 janvier 1738, où on concède, là, combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 terres, toutes une à la suite de l'autre, à Pierre Lheureux, François Savard, Jean-Baptiste Savard, François Bédard, Jacques Piché, Joseph Renaud, Étienne Bédard, François Bourrette, fils et Pierre Savard, le 8 janvier 1738, sur la côte de l'Ormière pour tout le monde. Alors, je vois qu'il y a des gens qui lèvent la main, mais je n'arrive pas à voir qui ils sont. Si vous avez une question, là, prenez la parole.
on va fonctionner comme ça, je ne vous vois pas, en fait. Je vois juste apparaître des mains qui se lèvent. Il ne semble pas qu'il y ait des questions. Enfin. Alors, donc, vous voyez, là, ça, c'est clairement, là, on avait déjà concédé là, au début des années 1700 les premières terres en partant, là, par exemple, là, du Jean Coutu, là, si tu veux, là, au coin de l'Ormière puis Racine, plus ou moins, là, en descendant vers le sud, là, on avait concédé déjà quelques-unes. Puis après ça, on concédait là, une deuxième série de terres, là, encore plus vers le sud, puis on le fait toute la même date, par le même notaire. Puis il y a une demande qui se fait là, déjà à cette époque-là, là, encore une fois, on est comme une autre génération plus tard. Puis Oui. ça se fait systématiquement. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, allez-y. Je voudrais savoir, quand vous parlez d'une concession, est-ce que c'est une centaine d'acres? Vous me posez une excellente question et ça me permet de briser un mythe. En fait, là, je vois mes enfants, en fait, qui vont à l'école primaire et qui apprennent un peu le système seigneurial. Et dans leur petit livre là, d'école primaire, là, je ne sais plus c'est en quelle année qu'ils apprennent ça, là, en 4e ou en 3e peut-être, toutes les terres sont toutes pareilles. Hein? Toutes des belles terres étroites, avec un petit front et une très grande profondeur. En fait, là, en réalité, quand on concède une terre, on la concède en fonction du territoire sur lequel on se trouve. Quand on est en bordure du fleuve Saint-Laurent, puis que le fleuve Saint-Laurent fait une belle ligne droite, c'est assez facile de concéder une terre toutes pareilles les unes à côté des autres, avec le même front et la même profondeur, avec un deuxième rang en arrière. Ça, c'est le modèle théorique. Mais en réalité, la seule certitude qu'on a sur la concession des terres, c'est qu'il n'y a aucune certitude sur la grandeur des terres concédées dans l'ensemble des terres du système seigneurial dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, c'est un peu un mythe, c'est un peu un cliché de croire ou de penser que toutes les terres ont 2 arpents de front par 30 arpents de profondeur. Alors, quand on regarde les terres, les dimensions des terres, ça varie énormément. Puis à un moment donné, il faut que ça s'ajuste en fonction du territoire où on se trouve. Puis après ça, bien, il y a toute la question de l'arpentage des terres qui arrive bien souvent après la concession, où là, tu as l'arpenteur qui arrive avec ses chaînes, puis qui mesure l'angle, puis qui modifie en fait, et qui en fait un rapport d'arpentage, un peu comme si on faisait comment ça s'appelle déjà quand on veut vendre notre maison, là, on fait un certificat de localisation, c'est ça que je voulais dire, merci beaucoup. Alors, c'est la même chose. Alors, ça va varier. Puis là, quand la rivière fait une courbe, ben là, lui, il va avoir un peu moins de profondeur parce qu'il y a la rivière, puis tout ça. Il y a toute cette notion-là. Mais je vous dirais que sur l'Ormière, sur Saint-Jacques, dans Pincourt ou sur la rue Racine, là, des terres plus larges que 2, 3 ou même 4 arpents, on ne voit pas ça. Il n'y a pas de terre de 5 arpents ou 6 arpents de front, ou peut-être une seule, là, il y en a peut-être une qui me revient en tête, mais très, très peu. Je dirais que des terres relativement étroites avec 2 ou 3 arpents de front généralement. Ça, un arpent, c'est 56 mètres, c'est environ 180 pieds. Donc, 2 arpents de front, c'est 360 pieds de front. Hein, tu as la place pour te mettre une maison, une grange, une étable, je ne sais pas quoi. Puis ben, après ça, tu as la terre du voisin qui a la même affaire plus loin à 360 mètres de toi, à 360 pieds de toi. Puis la profondeur, ben là, ça va dépendre, là, mais ça peut être 30 arpents, 20 arpents, 28 arpents, avec d'autres subdivisions là, pour être plus précis encore. Là. Mais il n'y a pas de modèle précis, c'est ce qu'il faut retenir hors de tout doute. Alors, et arpent, c'est une mesure en longueur, mais éventuellement, ça va devenir une mesure en superficie aussi. Quand on dit 1 arpent par 2 arpents, ça fait 2 arpents carrés. D'accord? Alors, il y a cette notion-là aussi, parce qu'à un moment donné, on va parler de superficie cultivable en prairie ou en bois debout. Alors, donc là, ça va être l'arpent, mais en superficie.
Je crois qu'il y a d'autres mains levées. Si vous voulez y aller, je pense que c'est Francine. J'ai vu ton nom apparaître. Oui, j'aurais une question sur cette diapo-là de 1738. Quand Ouais. on dit que c'est les terres là, qui ont sur l'ornière, est-ce que c'est bon, ce qu'on connaît de l'ornière aujourd'hui, mais à l'est ou à l'ouest? Est-ce que ça comprend les deux côtés ou c'est juste un côté, la liste qui est là? C'est une excellente question. Je suis content que tu la poses pour que je puisse y répondre. C'est du côté ouest du chemin de Lormière. Donc, le boulevard Lormière d'aujourd'hui, les terres dont je te parle se trouvent à l'ouest. Donc, si tu descends Lormière à partir de la rue Racine, puis tu t'en vas vers les Saules, là, c'est les terres qui se trouvent à droite. À gauche, il va y avoir aussi des terres, mais ces terres-là, c'est les terres de Saint-Martin, dit Pincourt. Donc, qui vont se connecter dans le est-ouest, au sud des terres de la rue Racine, à partir de la rue Durand. Donc, la rue Durand, là, c'est le sud des terres de la rue Racine qui se trouve dans un alignement nord-sud. Puis après ça, les terres de Saint-Martin-du-Pincourt sont dans l'autre sens et vont descendre comme ça vers le sud du côté est de Lormière. Voilà. Merci. Ça va, Francine? Ça me fait plaisir. La même chose tantôt quand je parlais des terres sur Saint-Jacques, elles sont également est-ouest, au sud des terres du Petit Saint-Antoine, donc de la rue Saint-Antoine ou du court-métrage, comme on l'appelle aujourd'hui. Mon prochain bloc, à moins qu'il y ait une autre question, Francine a encore la main levée, c'est une main active, ça, ou c'est une autre question, Francine? Ça va? Ça va. C'est une vieille main. C'est une vieille main, on dit ça. Hein? Alors, prochain secteur. OK, bon. Alors, ouvrir un nouveau rang et procéder systématiquement. Je vous donne un autre exemple. Dans la même année, tu vois, là je suis encore en 1738. On a concédé au sud dans l'Ormière. C'est clair que le territoire prend de plus en plus d'expansion. À mesure que je te fais avancer dans les diapositives, là, tu comprends là, que le petit noyau autour de la chute, là, il est en train, comme des plures d'oignon, de grossir là, dans toutes les directions. L'année 1738 est une année importante. Les années 1730 sont des années importantes, je te dirais, là, depuis 1713 avec le traité d'Utrecht jusqu'au début de la guerre de 7 ans dans les années 1750. On a 40 ans plus ou moins de paix là, où ça va bien, il y a de la prospérité économique puis tout ça. Les familles sont prospères, grandissent, veulent des terres. Eh bien, 38, c'est en plein dans ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on va assister à l'ouverture d'un nouveau rang, cette fois-ci, Sainte-Geneviève. Donc, Sainte-Geneviève, c'est le rang Sainte-Geneviève, le boulevard Sainte-Geneviève qu'on connaît toutes et tous, là. Donc, près de l'autoroute Henri IV. Donc, le 4 avril 1738, on concède des terres à Guillaume Falardeau, Pierre Savard, Joseph Alain, Jacques Bouin, dit Dufresne, et son frère, Pierre Bouin, dit Dufresne. Ce sont des terres qui se trouvent au sud de Lormière, et pas de Lormière, j'ai dit quoi Lormière? Au sud de Sainte-Geneviève, pardon. On ne concède pas des terres vers le nord de Sainte-Geneviève. On va se rendre compte là, dans quelques années, dans 4 ans, en 42, que cette terre-là au nord de Sainte-Geneviève vont être concédées aux Hurons. Alors, ça va devenir donc, la réserve des 40 arpents. Tu as sans doute déjà entendu ça. Donc, les vieilles terres occupées par les populations euro-québécoises vont se trouver donc à partir de 1738 au sud du rang Sainte-Geneviève et elles vont toucher par leur fond à la paroisse de l'Ancienne-Lorette, donc au secteur de l'Ancienne-Lorette, à des rangs là, qui portent le nom de rang Saint-Jean-Baptiste, par exemple, qu'on retrouve dans le secteur de l'Ancienne-Lorette. Donc, encore une fois, presque toute la même journée, j'ai le catou là, pour les 3 dernières. Là, donc, dans la même année, au printemps puis à la fin de l'été, on concède les terres à ces personnes-là. Ça va? Toujours? Oui, on va passer à la suivante. Alors, encore une fois, cette fois-ci, là, ça va avancer un peu dans le temps, là, mais regardez là, ici, là, à partir des années 1760, on va, c'est un autre exemple, ouvrir un nouveau rang. Donc, la côte Saint-Michel, ça, c'est dans le secteur de Val-Saint-Michel. On va se mettre à concéder là, les premières terres, là, vous voyez, le 23 novembre 1768. Après ça, en 78, en octobre, en 1780, 80. Donc, on se met à concéder des terres.
Donc, Jacques Bédard, fils, Étienne Chamberlain, forgeron, Pierre Verrette, Jacques Renaud et Pierre Bédard, donc 2 personnes. Godefroy Bernard, le 21 juin 1780, maître farinier au moulin de la Jeune Lorette. Alors, Godefroy Bernard est le 2e meunier farinier connu du moulin qui se trouve près de la chute ici à Loretteville. Et il était le fils de Pierre Bernard, donc qui était le premier farinier connu du moulin. Et il se fait concéder une terre dans la côte Saint-Michel. Donc, le côte Saint-Michel, c'est le rang Saint-Michel, c'est le boulevard Pie-11, si on veut, qui monte vers le nord. Donc, on se met à concéder un peu plus agressivement, si on veut, là, vers le nord, sur des belles terres de roche, là, si on veut, en montant la côte. Alors, on ne précise pas à ce moment-là que ce sont des terres qu'on concède comme terre à bois, mais on devine que c'est probablement déjà à ce moment-là une indication intéressante à comprendre dans un secteur un peu plus au nord, un peu moins cultivable, où on va utiliser le bois puis descendre là, à coup de 20-30 cordes par année là, au sud, là, dans les vieilles maisons. Voilà. Prochaine, encore une fois, vous voyez ici le 12 au 19 avril 1790. On va concéder à la Montagne Ronde Côte-Saint-Raphaël. Alors ça, là, c'est si tu prends la rue que j'ai parlé tantôt du boulevard Nelson, la rue de la rivière Nelson, pardon, bien, un peu au nord de ça, là, va se retrouver là, une montagne, une butte, et donc la montagne ronde dans le secteur de la côte Saint-Raphaël, comme on l'appelle. Donc, 1790, on a des personnages, là, Joseph Savard, maître charpentier, Jean Anawil. Alors, petite note sur Anawil. Ça, Anawil, c'est un descendant de John Aylwin. John Aylwin était un captif qui avait été pris là, dans les raids que les Canadiens français, les Québécois de l'époque descendaient là, dans le Massachusetts. Ils faisaient des captifs anglophones. Donc, c'était Aylwin, son nom. Et c'était probablement un des parents de ce John Aylwin-là qui se faisait concéder une terre. Donc, Jacques Beaumont, Jean-Baptiste Contremine dit Jolicoeur, j'adore ce nom-là. Pierre Jobin fils, Sieur Joseph Beaumont, Joseph Dugal fils et Prisque Verrette père. Donc, ils se font tous concéder des terres à la Montagne Ronde, Côte-Saint-Raphaël. C'est drôle parce que j'ai regardé quelques cartes anciennes, quelques vues anciennes. Bon, la plus ancienne photo qu'on peut voir, là, c'est vraiment la carte de la région de Québec en 1948. Puis il n'y a rien, en fait. Hein? Jamais on voit des maisons, des chemins très clairs. Ça m'apparaît évident pour moi que ces terres-là sont des terres à bois. Presque certainement. Non, mais ça continue à être un espace là, encore plus loin, une couche, un rang d'oignon plus loin encore, une plure d'oignon plus loin encore du cœur qui est la chute, le saut Saint-Charles, donc la chute de la rivière Saint-Charles. Voilà. Prochain. Alors là, je t'amène à quelque part concernant quelque chose dont je n'ai jamais parlé à personne. Alors, des fois, je dis à mes étudiants, l'histoire, c'est la communication de l'histoire pour faire avancer la science. Et peut-être qu'à partir de ce que je vais vous dire aujourd'hui, la science va pouvoir avancer. La connaissance historique. Écoutez bien cette histoire-là. J'ai constaté qu'il y a des concessions de terre par les Jésuites qui ont été faites à des bourgeois ou à des nobles, du moins à des gens influents de la ville de Québec, à partir du 8 juillet 1755, plus ou moins, jusqu'au 14 janvier 1757, où ont été concédées ces terres-là à la route Saint-Michel ou à la côte Saint-Michel, d'accord? Puis, comme elles sont voisines les unes des autres, je les ai repérées sur la carte, on indique parfois, parce qu'on ne connaît pas bien le territoire, là, dans la paroisse Charlebourg, Seigneurie Saint-Gabriel, dans la paroisse Saint-Charles de Charlebourg, Seigneurie Saint-Gabriel. Et essentiellement, il faut savoir qu'elle se trouve dans ce qui est Val-Bélair d'aujourd'hui, dans Val-Saint-Michel, si vous voulez. Alors, qui sont ces personnages-là? D'abord, c'est des personnages, vous allez constater rapidement qu'ils n'ont pas des noms, a priori, là, sauf peut-être un, qui n'ont pas des noms qui sont relativement communs à cette époque-là
dans le secteur de la Haute-Saint-Charles. Il n'y a pas vraiment de Savard, il n'y a pas vraiment de Bédard, il n'y a pas vraiment de Barbeau ou de noms comme ça qu'on retrouvait assez constamment. On va plutôt retrouver Paul-Antoine François Lanoulier, Michel Bénard, Jean-Antoine Gauthier, Joseph Brassard d'Eschenaux, seigneur de Neuville. Alors, rien de moins, là, le seigneur de Neuville. Jean Verret de Fils. Alors, attention, Jean Verret de Fils, là, c'est un nom connu. Louis-Léonard de France, Aumasson de Courville. Simon Soupirant, sa fille, mademoiselle Charles Soupirant. Jean-Baptiste Ducharnay. Jean-François Picard, dit Le Picard. Louis-Simon Frichet et Nicolas Gaspard Boisseau. Écoutez, moi, je fais l'inventaire des concessions de terre et j'arrive face à ces noms-là à partir du 8 janvier 1757. Pendant à peu près 1 an et demi, on concède à des personnages. Alors, je me dis, ben, je vais aller voir un peu qui ils sont et ben, je vais y aller avec vous. Là. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Un exemple, Michel Bénard, hein, vous le voyez là, hein, le 18 juillet 1755. Michel Bénard. Alors, j'ai fait une petite vérification super rapide sans vraiment aller en profondeur. Alors, je constate là, dans une fiche du PRDH, le programme de recherche en démographie historique, que Michel Bénard est le fils de Louis Bénard et il se marie avec Marie-Germaine Eustache Lanoulier. Ah, tiens donc, Lanoulier, vous voyez, si je reviens, Lanoulier, là, on en a un Lanoulier ici, Paul-Antoine François Lanoulier, qui se fait également concéder une terre voisine de Michel Bénard 10 jours avant. Et qui sont-ils dans la famille? Alors, Nicolas Lanoulier, qui était le père de Marie-Germaine. Alors, il était conseiller, garde des Sceaux du Conseil supérieur de Québec. Alors, ce n'était pas n'importe qui, clairement. Et même ce Michel Bénard, qui était-il? Alors, il était secrétaire de Monseigneur l'Intendant de Québec. Puis attention, là, on dit quoi? On dit quoi par rapport à Michel Bénard? Il est d'origine de la paroisse de Saint-Benoît de Paris. C'est donc un immigrant. Et les immigrants, là, en 1741, il n'y en a pratiquement pas. Alors, l'immigration, elle va cesser ou à peu près autour de 1700 en provenance de la France. Alors, on a des fonctionnaires importants, des administrateurs, des commerçants, certains nobles qui vont venir gérer la colonie, mais essentiellement, là, il n'y a pas d'immigration. Alors donc, de voir que Michel Bénard se retrouve au fin fond de Val-Saint-Michel à se faire concéder une terre, c'est très curieux. Allons voir un autre exemple. Un autre. Simon Soupirant. Il était chirurgien. Hein? Alors, et les gens là autour de lui, vous voyez, là, c'est pas n'importe qui. Le père de Simon Soupirant s'appelait également Soupirant. Simon Soupirant, il était également chirurgien major de M. l'amiral. Alors là, l'amiral, je ne sais pas c'est qui. Puis devinez quoi, quand j'ai vu le nom de l'amiral, je me suis mis à rêver et à imaginer que l'avenue de l'amiral aujourd'hui, qui passe à travers la concession des 40 arpents, aurait pu peut-être, je n'ai pas trouvé la réponse, là, provenir du nom de ce titre-là que portait le personnage en question. Je continue. Un dernier. Alors, Joseph Brassard d'Eschenaux. J'ai trouvé sa biographie dans le Dictionnaire biographique du Canada, hein, mieux connu là, dans notre jargon là, comme DBC. Dictionnaire biographique du Canada est une ressource exceptionnelle sur l'histoire des personnages ayant eu une certaine influence dans la colonie jusqu'au 20e siècle. Alors, j'ai trouvé sa biographie dans le dictionnaire. Alors, je dirais que dans nos histoires qu'on se raconte là, depuis quelques années dans les mercredis d'histoire, il n'y a pas beaucoup de personnages qui ont une définition dans le dictionnaire biographique du Canada. Mais lui, oui. Alors, qui était-il rapidement? Il était secrétaire de l'intendant, écrivain de la marine, seigneur et juge de paix, né à Québec le 1er août 1722, fils de Charles Brassard d'Eschenaux et de Marie-Joseph Hébert, décédé au même endroit. Issu d'une modeste famille, il a reçu son instruction chez Christophe Hilarion du Laurent, etc., etc. Puis on se met à parler et à dire, bon, que c'est un personnage qui a une influence capitale. Il a même été coincé dans le procès qu'a subi l'intendant Bigot
à la veille de la conquête. Bon, le procès a eu lieu après en France. Il a été accusé et condamné dans ce procès-là. Là, je me dis, ben tabarouette, je reviens aux concessions. Qui sont ces gens qui se font concéder des terres dans la côte Saint-Michel? Qui sont-ils? Pourquoi apparaissent-ils comme ça? Pourquoi on a un seigneur? Pourquoi on a un chirurgien? Pourquoi on a des personnages d'une importance certaine, d'une influence certaine? Alors, ben, je n'ai pas de réponse, mais j'ai émis des hypothèses. Alors, ces 11 terres ont été concédées dans la côte Saint-Michel de la Seigneurie Saint-Gabriel à des gens qui, clairement, n'étaient pas des locaux ni des censitaires communs. Ils étaient membres des classes supérieures de la société. Visiblement, ils n'ont pas pérennisé leur implantation sur le territoire, mais il reste très curieux que les Jésuites, à la veille de la conquête, concèdent des terres à ces gens. La côte Saint-Michel ne relève pas d'intérêt géographique particulier. Les terres ne sont pas particulièrement fertiles. Le lieu est éloigné et difficilement accessible de Québec. La concession de ces terres reste un grand mystère qui demeure non résolu pour le moment. J'oserais affirmer que toutes les autres terres concédées par les Jésuites le sont à des censitaires locaux et aux conditions sociales normales, avec des guillemets. Là, on a clairement une exception que je n'ai pas élucidée encore une fois, mais un jour peut-être, je les éluciderai. Voilà, une particularité dans les concessions des terres. Monsieur Vincent Savard, la parole est à vous. Juste une hypothèse, c'est que j'ai lu dans la biographie du père Charles Voix, Oui. qui est un historien, Oui. qu'au moment, dans les années 1740, il est l'économe à Paris et il y a des problèmes financiers. Oui. Et peut-être que les Jésuites avaient besoin d'argent, en tout cas, ou à la veille de la conquête, peut-être qu'il y avait des problèmes de ressources, et qu'ils faisaient des affaires, ils liquidaient leurs biens finalement. Peut-être. Qui sait, mais pourtant, ce n'est pas une exception dans le rythme de concession des terres. Pour venir un peu essayer de comprendre l'affaire avec un regard plus macro, là, leur concession à ces 11-là ne vient pas briser un rythme. Et se fait en continu, puis tout d'un coup, il y a ces 11 terres-là qui apparaissent. Puis, en fait, ultimement, je pourrais essayer de valider où sont précisément ces terres aujourd'hui, puis essayer de voir qui en sont les propriétaires, puis comment aujourd'hui ça s'est rendu jusqu'au 20e siècle ou quelque chose comme ça. Puis on aurait peut-être des parcelles de réponse, mais enfin, c'est un beau sujet de recherche là, qui est une chose très, très, très étrange, on va dire ça comme ça. Voilà, je continue. Alors, la fonction nouvelle des concessions. Alors, évidemment, dans les blogs, dans les regards qu'on a sur la concession, on en arrive à avoir des indications un petit peu plus précises. Alors là, au mois d'avril, mai et novembre 1793, on a des nouvelles concessions et on concède toujours à la montagne ronde de la côte Saint-Michel. Et là, on indique dans la concession terre à bois. Alors, vous voyez, je l'ai indiqué ici dans mon inventaire, puisque je vous rappelle que rapidement, on attaquait le bien foncier, le vieux bien foncier, et qu'on brûlait là, le fonctionnement d'une maisonnée normale à cette époque-là, brûlait 20 à 30 cordes de bois par année. Alors, ça peut aller quand même assez vite, là, brûler 20 à 30 cordes de bois. Alors, à un moment donné, là, après plusieurs dizaines d'années, on avait probablement besoin d'un autre bien qui pouvait nous fournir. Et donc, 100 ans, 125 ans après la concession des premières et des plus vieilles terres, ben là, la concession des terres à bois devenait nécessaire. Alors donc, c'est pour ça qu'on voit là, des noms de personnages qu'on va voir au sud, là, près de la rue Racine, Jean-Baptiste et Joseph Savard, qui sont des frères, qui se font concéder là, en 1793, Jacques Durand-Fils et le sieur Ambroise Trudel, qui se font concéder, là, qui sont clairement des noms de personnes qu'on retrouve au sud. Donc, je vous rappelle aussi qu'on est quelques années à peine
avant la création de la paroisse Saint-Ambroise de la Jeune-Lorette en 1794, d'une part, mais aussi on est en pleine agonie des derniers jésuites. Là, de mémoire, là, je pense qu'en 93-94, il va en rester là, rapidement, on va passer de 8 à 3 en quelques mois, parce qu'ils meurent, puis on ne renouvelle pas, là, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Puis là, ben, les jésuites, là, ils concèdent rapidement aussi parce que les terres non concédées, lorsqu'elles sont reprises, elles se joignent aux biens appartenant au Seigneur et il peut faire ce qu'il veut avec ou à peu près. D'accord? Alors donc, là, il y a une importance pour les Jésuites de concéder parce que eux, les Jésuites, en fait, ultimement, là, ils ne savent pas qu'ils vont se faire manger leur terre par la couronne britannique, mais ils pensent que les revenus de leur terre vont servir à l'éducation de la population des jeunes Canadiens français catholiques qui sont sur le territoire. Ce qui n'arrivera pas, là, vous le comprenez bien, mais c'est ça leur objectif. Hein? Générer des revenus pour l'éducation des Canadiens français, comme on les appelle à cette époque-là. Donc, il y a une augmentation du rythme dans les années 1793, couplée à une augmentation de la population également qui a de plus en plus besoin de terre. On n'a pas encore frappé la vague d'immigration violente qui va arriver incessamment, là, anglophone. Les loyalistes des États-Unis qui vont monter vers le nord. Il y en a déjà un peu, mais pas énormément. Ils vont arriver là, après l'acte constitutionnel de 1791, lentement, surtout s'établir en Ontario, dans les provinces maritimes, dans les Eastern Townships, mais il va y avoir aussi au nord de Québec les cantons unis de Stoneham et Tewksbury. Et éventuellement, vous le devinez, mais il va y avoir un troisième point fort de concession de terre à Valcartier. Dans la seigneurie Saint-Gabriel, il va y avoir entre autres des immigrants anglophones. Mais on n'est pas encore rendu là. C'est vraiment une concession qui se fait à des Canadiens français à l'époque, qui est la masse importante, significative de la population. Alors, Michel Turcotte, vous avez une question? Oui, Mario, c'est très intéressant. Mais la situation, c'est que les censitaires, ils n'étaient jamais propriétaires de la terre. Ils étaient seulement des locataires. Exact. C'est une manière de le dire, mais ils ne possédaient jamais la terre. À quel moment où ils sont devenus propriétaires quand le régime seigneurial s'est terminé? Comment ça s'est passé? Pour faire une histoire courte, le système seigneurial est aboli par une loi du Parlement du Canada uni du 21 décembre 1854. À ce moment-là, les censitaires ont deux choix. Soit qu'ils payent un montant pour racheter la terre et devenir officiellement propriétaires à leurs seigneurs ou à leurs descendants, ou bien ils disent on n'a pas d'argent, on n'est pas capable de le faire, bien on va continuer à payer une rente et cette rente-là va continuer à être perçue par les seigneurs qui perdent leur titre, là, si on veut, parce qu'ils ne sont plus propriétaires des seigneuries, ou leurs descendants. Et ces rentes-là vont être payées pour la dernière fois par les dernières familles qui n'étaient pas en mesure de racheter la terre le 11 novembre 1940. Donc, le dernier versement d'une rente seigneuriale sur le territoire du Québec, si on veut, là, se déroule à la Saint-Martin d'automne. C'est une fête, là, le 11 novembre. Le 11 novembre 1940. Donc, de 1854 à 1940, il y a un organisme qui va gérer le paiement des rentes et redistribuer ces rentes-là aux seigneurs et à leurs descendants, aussi multiples soient-ils, pour qu'ils puissent continuer, malgré l'abolition du régime seigneurial, à être des propriétaires terriens un peu véreux qui ramassaient pas mal d'argent sur plusieurs générations. On va dire ça comme ça, parce qu'on a aboli le système seigneurial, il ne faut pas pénaliser les pauvres seigneurs, bien sûr, dont c'était le revenu. Vous comprenez bien? Donc, ça se déroule le 11 novembre 1940, puis il y a des procès entre les héritiers des seigneurs et les héritiers des censitaires qui vont se dérouler jusqu'au début des années 1980. Donc, quand on dit que le système seigneurial a été aboli, ben, de mon vivant, il y a encore des affaires qui se géraient en lien avec le système seigneurial. Monsieur Vincent Savard. Je corrigerai un petit peu là, ta prétention à l'effet que les censitaires n'étaient pas propriétaires.
ils étaient, à mon sens, propriétaires puisqu'ils pouvaient transmettre le bien à leurs héritiers, à leurs enfants. En plus, lorsqu'ils vendaient, ils étaient soumis à une forme de taxation, hein. Oui, Et donc, à moins que le Seigneur avait un droit de préemption. tout C'est à sûr fait. que le Seigneur pouvait reprendre la terre, il peut trouver que le prix n'était pas assez élevé puis qu'il Exact. rachetait. Mais il reste quand même qu'il y avait des initiatives qu'on peut assimiler à un droit de propriété, là. Ouais, mais pas aussi clairement qu'aujourd'hui. Non. Alors, non, non. ça, c'est sûr. Puis oui, c'est vrai qu'ils pouvaient vendre, mais c'était jamais une bonne affaire parce que, comme vous dites, ils devaient payer ce qu'on appelait les lots et ventes, une genre de taxe en vendant, si on veut, là. Puis, à tout moment, puis on a quelques exemples, là, les seigneurs pouvaient reprendre la terre sans crier gare ou à peu près, moyennant paiement, là. Ce qui a été le cas d'ailleurs là, pour Nicolas-Joseph Brosseau, qui possédait la terre où se trouve aujourd'hui la chapelle Notre-Dame de Lorette, là, au village Huron. Alors, ces gens-là ont été un peu, là, si on veut, expropriés, là. Je ne sais pas si c'est le bon mot dans le cadre du système seigneurial, par les seigneurs jésuites. Ils ont été rétribués, ils ont été payés, là. Puis, on les a établis ailleurs, là, dans le rang Saint-Jacques d'ailleurs. Puis, on a logé sur leur terre, en fait, la chapelle, ce qui va devenir la terre où se trouve la chapelle. Alors, tu sais, c'est pas ni tout blanc ni tout noir à savoir s'ils sont vraiment propriétaires, mais c'est clairement pas comme aujourd'hui. Puis, ben, voilà, là. Moi, je dis souvent là, que c'est des gens qui ont un peu le pied attaché sur cette terre-là avec un boulet puis une chaîne. Ils ne peuvent pas vraiment la quitter parce que c'est leur réfrigérateur, ça les nourrit, ça les chauffe, ça les loge. C'est un petit peu difficile de réussir à vendre puis à s'en sortir, là. On va dire ça comme ça. C'est plus facile de se faire concéder une terre en partant de zéro que d'acheter une terre de quelqu'un qui veut la vendre. C'est sûr que là, ben, la maison est construite, puis tout ça, là, mais essentiellement, c'est pas. Je n'ai pas trouvé la bonne expression pour l'exprimer, mais ils ne deviendront jamais propriétaires, hors de tout doute, à 100%. On va dire ça comme ça. Donc, une certaine propriété, mais c'est pas celle d'aujourd'hui. Vous voulez compléter, M. Savard? C'est sûr que je suis d'accord avec toi, simplement que les cas où les Jésuites pouvaient reprendre la terre avaient quand même un caractère exceptionnel. Ah, Il exactement. fallait qu'il y ait un intérêt à reprendre la terre, comme Oui. tu le dis au sujet de la terre des Hurons. Oui. Mais c'est ça, il fallait qu'il y ait un intérêt, disons, mettons, pour pouvoir installer un ouvrage comme un moulin à farine, par exemple. Exact. Oui, il y avait ça aussi. Là. Ou comme la manoir seigneurial ou un bâtiment d'intérêt collectif. Tout à fait. Il y a besoin de seigneurie. Il y avait ça, cette notion-là, d'une part, mais il y avait aussi parfois dans certains actes, je ne l'ai pas dit, j'aurais pu le dire, que, par exemple, s'il y avait du bois de chêne sur ta terre, alors le Seigneur se réservait le droit de prendre ces arbres-là pour l'industrie navale. Donc, le Seigneur les prenait, les revendait à l'industrie navale, faisait de l'argent avec ça, alors que le censitaire, lui, ne pouvait pas le faire alors que c'était sur sa terre à lui. Je pense que les chênes et les mines étaient réservés par le roi. Exactement. Donc, c'était finalement ce bien-là qui était sur ta terre, ben, il ne t'appartenait pas, là, finalement. Il était pris par quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'il y en a qui auraient d'autres questions? Là? Je suis allé assez largement. Là, vous savez, là, principalement là, dans des devoirs là, des censitaires qu'on doit faire, c'est payer une rente annuelle, hein, qu'on appelle donc un petit montant qui s'appelle le cens, qui vient créer le lien de soumission, hein, féodal là, depuis le Moyen Âge entre le censitaire et le seigneur, et un montant plus significatif qu'on appelle la rente, qui est une proportion de la superficie de la terre, qui se paye généralement avec un montant d'argent et bien souvent qui se complète avec en nature. Puis quand je dis en nature, c'est souvent des coques. On appelle ça des chapons ou des coques vifs ou des coques d'Inde. Alors, des coques d'Inde, ça, c'est des dindes, là, on va dire ça comme ça. Donc, on l'exprime. Là, ben, plus ta terre a une grande superficie, plus tu dois verser de coques d'Inde à ton seigneur. Évidemment, là, vif.
a priori, parce que ben là, le Seigneur, lui, il est content de l'avoir vivant parce qu'il peut le tuer quand il a faim, simplement, puis il va le manger au temps opportun. Alors ça, c'est intéressant pour le Seigneur. Donc, il y a ce paiement-là. Le censitaire doit tenir feu et lieu. Alors, cette expression-là est bien importante, tenir feu et lieu. Donc, c'est-à-dire que tu dois habiter puis avoir un feu, c'est-à-dire que tu dois chauffer ta maison, faire cuire des aliments dans ta maison. C'est une vieille expression, tenir feu et lieu. Tu dois entretenir bien souvent le chemin qui passe en avant de chez toi. Alors, en avant de ta maison, là, de ton front de 180 pieds x 2, ben, tu dois entretenir ce chemin-là, faire les fossés au besoin, puis ben, peut-être déneiger l'hiver, là, autant que faire se peut, puis l'entretenir au printemps quand ça fond, puis ça fait de la boîte, puis tout ça. Tu dois aussi t'assurer de ne pas nuire aux cultures de tes voisins, notamment par les arbres qui pourraient y faire de l'ombre chez tes voisins. Tu dois aussi, bien sûr, et ça, c'est quand même significatif, là, tu dois soumission à ton Seigneur. Et ça, généralement, là, tu fais ça au moins une fois lorsque tu te fais concéder la terre, procéder à l'acte de foi et hommage. La foi, c'est la fidélité, et tu dois te mettre à genoux, tête nue, bras en croix, devant ton Seigneur pour lui dire que tu es son homme. Alors, tu te mets bras en croix, tête nue. Là, j'essaie de. Tu ne me vois pas, là, mais en tout cas, tu comprends l'idée. À genoux, et tu lui dis: je serai ton homme. Ça, c'est l'hommage. Et le serment de fidélité, c'est: je t'appartiens, je te serai fidèle. Tu le dis généralement au moment de la concession, puis à certains moments dans l'histoire, au moment où, entre autres, où on vérifie l'état des biens seigneuriaux, puis on se dit, bon, ben là, on est en 1733, on procède à un inventaire des terres, alors on va reprocéder à nouveau aux actes de foi et hommage. Ça, ce lien-là, c'est le lien féodal de soumission qui existe essentiellement depuis à peu près l'an 1000 sur le territoire européen, notamment en France, notamment dans l'Allemagne d'aujourd'hui, qui s'appelait à l'époque le Saint-Empire romain germanique. Alors, c'est quelque chose qui émerge dans un contexte bien particulier de la fin des années 900 et du début des années 1000. Alors, il y avait Mme Durand qui avait une question, M. Savard aussi qui avait une question. Allez-y, Mme Durand. On ne vous entend pas. Alors, Mme Durand, on ne vous entend toujours pas. Ouvrez votre micro si vous pouvez avec votre souris. Ben, on va prendre la question de M. Savard, qui a aussi une question, puis on va vous revenir, Mme Durand. Allez-y, M. Savard, à nouveau. C'est parce que là, je suis en train d'énumérer les obligations du censitaire. Oui. Il y avait l'obligation de tenir feu et lieu s'imposait aussi au Seigneur. Oui. Le Seigneur avait l'obligation d'avoir un bâtiment qu'on appelait le manoir où il pouvait recevoir ses censitaires. Et il y a un point que tu vas peut-être aborder plus tard, mais c'est les moulins à farine. Et c'est l'obligation du censitaire d'aller faire moudre ses grains. Oui. Là, ben, il y a une rétention d'une partie de la farine exact. pour les besoins du meunier et du seigneur. Alors, dans les obligations du Seigneur, le Seigneur devait théoriquement occuper sa seigneurie également. Je dis théoriquement parce que les seigneurs respectent peu les règles. Alors, certains, oui, notamment les seigneurs occupants et paysans, on les appelle comme ça. On a des seigneurs qui vont vivre là, leur terrain, qui vont cultiver leur terre, puis eux autres, ben, on ne pose pas trop de questions. Surtout aussi quand c'est des seigneurs qui ne sont pas des ordres religieux. Mais quand on tombe dans les ordres religieux, les jésuites, les mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec, ceux-là, généralement, sont un peu récalcitrants. C'est difficile pour eux d'occuper le territoire. D'occuper le territoire à titre de seigneur occupant. Parce que dans le cas des jésuites, ils vont en partie occuper le territoire, mais plutôt comme missionnaires que comme seigneurs. Alors, quand on va avoir le missionnaire jésuite tout près de la chapelle des Hurons, ben, il n'est pas là à titre de seigneur. Quand tu fais tes affaires seigneuriales, tu t'en vas à Québec au collège. Tu ne vas pas voir Giraud de Villeneuve, qui est le missionnaire qui se trouve à côté de la chapelle. Lui, il ne peut pas vraiment t'aider pour ça. Là. Si tu as besoin de te faire baptiser,
l'extrême onction, il peut te gérer ça, mais de te faire réviser ton contrat d'acte de concession, il n'est pas autorisé à faire ça, techniquement. Donc, on va avoir des seigneurs comme ça qui n'occupent pas vraiment le territoire. Du moins, pas autant que des personnes comme Marie-Catherine Peuvray à Beauport, entre autres, là, qui, eux autres, à Beauport, vont occuper vraiment là, dans un manoir. Ou bien, là, je pense, par exemple, à la seigneurie à Sainte-Anne-de-la-Pérade, où là, il y a un manoir seigneurial, là, clairement, là, identifié, qu'on connaît tout le monde, c'est là que ça se passait, puis tout ça. Le Seigneur l'a dit, M. Savard là, doit éventuellement fournir un moulin faisant farine aux censitaires. Alors, c'est une grande dépense. C'est difficile au départ là, d'octroyer cette infrastructure-là. C'est quelque chose qui coûte cher. Par exemple, ici, dans la Seigneurie Saint-Gabriel, dans le secteur de la rivière Saint-Charles, il va apparaître à l'été 1732. Puis, essentiellement, ça faisait déjà à peu près 60 ans qu'il y avait du monde, là. Alors, évidemment, les mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec à l'Est avaient, elles, fait construire par Jean le Rouge un moulin près de la rivière du Berger. Il y a eu une entente là, dont on ne connaît pas les termes entre les Jésuites et les mères hospitalières pour que les censitaires des Jésuites se rendent à aller faire moudre leurs grains chez les mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec. Alors donc, évidemment, là, ça ne se faisait pas gratuitement. Là, les censitaires devaient laisser une partie de leur farine entre les mains du meunier pour payer le meunier d'une part, mais aussi que le surplus s'en allait au Collège des Jésuites. Puis ben là, leurs domestiques leur faisaient des beaux pains, des muffins avec cette farine-là. Donc, c'était quelque chose qui nourrissait, là, qui était essentiel, là, on le comprend bien. Donc, le moulin. Puis évidemment, là, dans le contrat de location, dans le contrat d'acte seigneurial, il est toujours mentionné que le censitaire doit faire moudre son grain au moulin de la seigneurie, sinon, il doit payer une rente à son seigneur pour contribuer, pour compenser cette perte de revenus du censitaire, du seigneur, pardon. Voilà. Alors, donc, c'est dans les obligations du seigneur. Puis, techniquement, si on pousse plus loin la réflexion, là, ultimement, ben, le seigneur a le devoir de rendre justice. Alors, je l'ai évoqué tout à l'heure, la justice haute, la justice basse. Ça se faisait là, non pas dans la Seigneurie Saint-Gabriel, mais dans la Seigneurie jésuite à Charlebourg, cette justice-là. D'ailleurs, John A. Dickinson, un historien canadien, là, a écrit sa thèse de doctorat ou de maîtrise, je ne sais plus, là, sur cette question-là, sur la justice seigneuriale dans la Seigneurie Notre-Dame-des-Anges, là, ce qui est Charlebourg. Puis, donc ça, c'est un devoir des Jésuites, mais aussi le produire des documents seigneuriaux, donc l'aveu et dénombrement, faire un inventaire. Le censitaire, j'oubliais aussi, a le devoir de faire arpenter son terrain. Une fois qu'il est concédé et installé, il doit faire venir un arpenteur, faire mesurer son terrain également. Alors, Bernard Poirier, vous avez une question? Allez-y, je vous écoute. Oui, ça concerne les censitaires de Sainte-Geneviève. Ouais. Si, ils devaient aller faire le moule de leurs grains au moulin de Lorette ou au moulin des Mers. À quel moment est-ce que tu sais où il y a eu un pont à Lorette? C'est très ancien, en fait. J'ai des indications comme quoi il y avait un pont avant qu'il y ait un moulin. Un pont de bois, bien sûr, d'une part. Sur la carte d'Ignace Plamondon, l'arpenteur en 1754, on indique le pont. Sur d'autres documents, on mentionne aussi qu'il y a des endroits pour traverser à Gué, notamment là, vers Saint-Jacques, entre Pincourt et Saint-Jacques, on traversait à cet endroit-là. Okay. Puis ben, l'hiver, à certains endroits, ça pouvait traverser aussi plus facilement que l'été. C'est toujours plus facile de traverser l'hiver que l'été quand ça gelait. Puis ben, assez rapidement, on va installer un pont là. Donc, comme je le disais, là, de mémoire, là, les premières indications de pont que j'ai vues, c'est au début du 18e, donc au début des années 1700, là où il se trouve aujourd'hui. Parce que j'avais vu un trait, justement, dans Pincourt, un trait de route qui traversait Pincourt vers l'est, mais ouais. c'était pour montrer que c'était à Gué, probablement, à ce moment-là. Oui, bien, ça arrive à peu près derrière l'espèce de chapelle là, de procession qu'il y a sur le rang Saint-Jacques. Là. Okay. Quand on descend à Saint-Jacques à droite, là, entre la rivière, près de la rivière, entre le chemin et la rivière. Oh, oui.
Ben, derrière ça, c'est là que ça traversait. OK. Semble-t-il. Il y a des gens ici qui ont déjà connu des gens qui ont traversé là. OK, c'est bien. Quand la Merci. rivière est très basse l'été, c'est facilement traversable avec une charrette et un cheval. Alors, Madame Durand, je reviens à vous, à votre question. Alors, vous l'aviez tantôt, là, votre. Ah, là, je l'ai. Ah oui, on l'a. Oui, Allez-y. ouais. Ben là, c'est peut-être niaiseux, mais qui les nommait, ces seigneurs-là? Ah ben là, ça, c'est une excellente question. Là, moi, ce soir, je vous ai parlé de la concession entre le Seigneur et le censitaire. Mais les seigneurs se faisaient eux-mêmes concéder des terres par l'État, par le roi. Oh, Hein, par le roi. le roi, avec son représentant là, en place ici, là, bien sûr, là, qui concédait les terres à ses seigneurs. Il y avait un contrat entre eux aussi. Là. Il disait, vous devez faire telle chose. Vous ne pouvez pas garder votre seigneurie, la laisser aller sans la concéder de terre dedans. Vous avez des obligations administratives envers nous. Puis, ben, c'est un privilège qu'on vous donne de faire de l'argent, de faire des revenus en lien avec ces biens fonciers-là. Fait que vous avez intérêt à faire votre travail comme il faut. Alors, si on voit ça aussi dans les archives nationales, là, des documents entre le roi ou son représentant ici en Nouvelle-France et les seigneurs, qu'ils soient jésuites, les hospitalières ou des personnages, là, des personnes. Les Jésuites étaient des seigneurs? Les jésuites étaient des seigneurs. Ah, OK, c'est correct. C'est un peu spécial parce qu'en fait, la seigneurie, il n'y a jamais de rupture. Hein? Il y a toujours un seigneur parce qu'il y a toujours des jésuites qui gèrent la seigneurie. Là. Oui. C'est un bien collectif sur des dizaines d'années. Bon, pour eux, ben, ils vont s'éteindre, là, puis ils vont se faire avaler leurs biens par la couronne britannique. Mais pour d'autres, comme les mères hospitalières, là, elles ne perdront pas leurs biens en 1800. Dans Saint-Ignace, elles vont rester seigneuresses jusqu'à l'abolition du régime seigneurial. Alors, donc, les concessions se font aussi à des ordres religieux qui gèrent un peu différemment, plutôt comme un revenu pour faire vivre la communauté ou leur œuvre, Comme plutôt les sœurs. oui, comme les sœurs, plutôt qu'un revenu personnel, comme à certaines personnes qui vont avoir des seigneuries à titre personnel sur le territoire. Merci. Ça fait plaisir. Monsieur Poirier, à nouveau. C'est une vieille main. C'était une vieille main. Excusez-moi. Alors, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Alors, ben voilà, en fait, j'avais une dernière, une dernière diapositive à vous montrer. Je vous disais merci à toutes et à tous hein, de votre intérêt, de votre écoute. Puis je vous donnais bien sûr rendez-vous en fait pour notre prochain mercredi de l'histoire. Donc, il va avoir lieu dans un mois, exactement dans 4 semaines. Alors, le 2 mars prochain, là, on va vous informer par courriel, par un infomembre là, à nouveau. Et le thème du mois de mars prochain, en fait, c'est les Ursulines à Loretteville. Donc, vous savez qu'on a des Ursulines à Loretteville depuis 1941. Et ça s'est fait dans un contexte bien particulier. Et on va aborder cette question-là là, sur le terrain qu'elles occupent, sur l'histoire de ceux qui l'ont précédé, qui les ont précédés. Donc, il y a toutes sortes d'histoires autour de ça. Là. Alors, on va aborder les biens des Ursulines à Loretteville, bien sûr. Alors, je vous invite donc pour le 21, que je dis là, pour le 2 mars prochain, dans 4 semaines. Février a juste 28 jours cette année. Alors, c'est facile, c'est le 2 mars prochain. Puis, ben, sinon, je vous remercie. Puis, je prendrai, s'il y a encore des questions sur la présentation de ce soir, des demandes d'informations plus précises ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir d'y répondre à nouveau. Je suis ouvert, je suis là pour ça me fait toujours plaisir. À la gang, là, on s'échange des informations, puis comme disait André Arthur, à la gang, on sait tout. Hein? Alors, ça me fait toujours plaisir de partager avec vous ma passion. Là, je sais que j'ai un public gagnant et gagné. Alors, c'est pas toujours très difficile pour moi d'échanger avec vous là, sur nos thèmes là, à la Société d'histoire de la Haute-Saint-Charles. Alors, peut-être un petit dernier détail pour le plaisir. J'ai choisi en fait les jésuites. Pourquoi? Parce que les jésuites, on a leurs archives. C'est très facile de consulter les archives des biens des jésuites, ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour les mères hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Québec.
Alors, leurs archives, c'était des archives privées encore, puis leurs archives seigneuriales, les actes de concession, là, on ne les a pas aussi facilement qu'avec les archives des Jésuites, là. Alors, il y a beaucoup plus de difficultés à trouver dans des archives plus privées, de seigneurs plus privés que les Jésuites. Le bonheur avec les Jésuites, c'est qu'ils ont un paquet d'affaires, puis c'est facilement trouvable. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas parlé de la Seigneurie Saint-Ignace, parce que ce n'est pas une seigneurie jésuite, même si dans le territoire de la Haute-Saint-Charles. Il y a moins d'infos, c'est moins facile à trouver. Sinon, merci Francine qui m'applaudit virtuellement, c'est très gentil. Ouais, Monsieur Yves Garrier-Puis, je crois que vous avez une question. Oui, parce que tout à l'heure, tu as mentionné l'extinction du régime seigneurial en 1940. Là. Oui. Moi, j'ai vécu aux îles de la Madeleine et j'avais un ami qui était arpenteur. Alors, si le régime seigneurial a fini en 40, le cadastre de ces régions-là a été finalisé en 80 ou 90. Et c'est la même chose pour la Basse-Côte-Nord. C'était des territoires non organisés qu'on appelait. Et c'est des entrepreneurs de Québec, des arpenteurs géomètres qui ont eu des contrats après 1940, mais de façon intensive autour des années 70. Et je fais un lien avec un livre que j'ai lu récemment sur les pilotes de brousse, parce que les arpenteurs avaient l'obligation de se rendre sur les terrains et c'est venu à peu près en même temps que l'aviation. Ouais. Alors, c'est intéressant de voir, ils cohabitaient ces gens-là, les arpenteurs géomètres qui allaient sur la Basse-Côte-Nord ou aux îles de la Madeleine, puis les pilotes d'avion. Mais j'ai moi-même acheté des terrains aux îles de la Madeleine, là, et puis on retrouvait dans les registres que le terrain avait été finalement cédé à quelqu'un en 1973. Et quand j'ai habité là, les arpenteurs géomètres affichaient à la porte de l'église, une fois par année, les modifications au cadastre. Parce que pour certains terrains, ils ne savaient pas qui était propriétaire. Dans certains cas, les gens étaient décédés. C'était des terrains où les gens laissaient les vaches aller manger chez les voisins parce qu'il y avait une règle là-bas où si tu n'as pas d'animaux, tu dois laisser venir les voisins manger ton foin. Ben oui. Alors moi, j'ai vécu ça, là. Alors, c'était affiché jusque dans les années 80 à la porte de l'église, les changements au cadastre. Et puis, il y avait un certain délai. Puis, si les gens ne réagissaient pas, ça devenait officiel. Ça devenait un droit de propriété. Merci pour votre témoignage, M. Garrier-Puis. Tu sais, ici, pour nous, c'est quelque chose qui s'est fait relativement facilement et rapidement après l'abolition, hein, parce qu'on a aboli en 1854, on a créé les municipalités en 55, là, en janvier 55, puis ben là, on a pris à peu près 20 ans pour faire, un peu moins de 20 ans pour faire ce mesurage, cette vérification du terrain pour produire le cadastre, en fait, de la paroisse Saint-Ambroise de Jeunarette en 1873-74. Donc, et là, ça, c'est une photo de la réalité foncière à un moment précis dans l'histoire. Donc, déjà, là, dans le dernier quart du 19e siècle, on était déjà en mesure d'avoir une action moderne, en fait, sur la gestion des biens fonciers, là, qui est la même qu'aujourd'hui ou à peu près, là. Alors, ce qui a été fait facilement, ce qui n'est pas le cas dans des territoires plus éloignés, comme vous l'avez mentionné, là, effectivement. Parce que dans ces régions-là, quand le régime anglais a débuté, les îles de la Madeleine ont été confiées à la gestion de Terre-Neuve. Alors, évidemment, pendant plusieurs années, sur le plan juridique puis municipal, ben, c'était l'intermédiaire avec Londres, c'était Terre-Neuve. Tandis que sur le plan religieux,
pendant longtemps, il y a eu l'évêque de Charlottetown, un certain nombre d'années, et plus tard dans l'histoire, ça a été Chicoutimi, parce Qui que, gérait le bon, territoire. ces gens-là, par voie maritime, les prêtres allaient faire des visites sur la Basse-Côte-Nord en goélette. Ouais. Alors, il y a un livre intéressant qui a été publié en 1901 là-dessus, qui s'appelle Labrador et Anticosti. Ça raconte l'histoire de la visite paroissiale qui a duré tout un été en goélette. Alors, l'archevêque, il partait puis il se rendait à Blanc-Sablon avec une goélette et il n'y avait pas de port. Alors, il mettait une chaloupe à l'eau pour aller visiter. Puis, alors, c'est un recensement en même temps. C'est un livre qui a été réimprimé en 71, Labrador Anticosti. C'est très intéressant, la vie de la Côte-Nord. C'est le jeune secrétaire de l'archevêque qui a pris des notes et ce livre-là a été publié en 1901. Wow. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires de la Basse-Côte qu'on peut retrouver dans des archives religieuses et tout ça. Puis tout ça était relié à la marine, évidemment. Ah oui. Donc, les religieux étaient reliés aux francophones, puis sur le reste, ben, ils étaient gouvernés par Terre-Neuve. Voilà. Oh, et je pense que Mme Savard va nous montrer le 10 livres, je pense. Mme Claire Savard a le 10 livres dans la main. Elle est en train de nous le montrer. Là. Ah oui, oui, c'est bien ça. C'est bon, c'est celui-là. Merci, moi, Mme j'en ai Savard. plusieurs. Là, j'ai Labrador, j'ai celui de Robert Rumilly, là, qui était les gens, quand j'étais jeune, les gens faisaient une blague, ils l'appelaient Bob Ramolli, parce que c'était l'historien de Duplessis. Ben oui. Alors, ceux qui n'aimaient pas Duplessis, ben, ils parlaient de Bob Ramolli. Il y a beaucoup de livres sur l'histoire de l'Est du pays qui est intéressante à lire parce que toutes les concessions, la plupart des concessions à Terre-Neuve et sur l'Est du pays, ce n'étaient pas des concessions de terrain, c'était des droits de pêche. Oui. Alors, le seigneur, le dernier seigneur des îles de la Madeleine, sa concession, c'était le droit de pêcher. Et puis, dans le traité de Paris, les Européens avaient reconnu aux Américains le droit de venir pêcher dans le golfe Saint-Laurent. Alors là, on voyait encore, supposons que le roi de France avait donné des droits de pêche aux Acadiens, et puis, mais au traité de Paris, ils ont fait des concessions pour dire ben, les Américains qui venaient pêcher, ils vont continuer à venir. Ah oui. Alors, ce qui est arrivé aux îles de la Madeleine et au Cap-Breton, c'est que les Américains ils arrangeaient leurs poissons sur le bord de l'eau, puis ça puait, c'était épouvantable. Puis ils retournaient dormir dans leur bateau, puis ils laissaient les cochonneries sur le... il y a eu beaucoup d'épisodes. Je comprends bien. Mais il y a le livre là, que Claire montrait, là, c'est une mine d'or de renseignements. C'est long parce que c'est une grosse brique, là, mais quelqu'un qui a le temps, ça vaut la peine de regarder ça. Merci, M. Gariepi, pour votre témoignage. J'apprécie beaucoup. Alors, je donnerai la parole à Vincent Savard et à Francine Trudel ensuite. M. Savard, allez-y. Il s'agit du rôle de l'arpenteur. J'ai vu dans tes documents tout à l'heure que Jean le Rouge était arpenteur royal. Oui. Et le rôle de l'arpenteur, là, ça me fait penser que le document que l'arpenteur dresse lorsqu'il veut établir une ligne entre voisins, c'est un bornage. On appelle ça un abordement aujourd'hui. Okay. Et ça vaut titre. Parce que ça s'enregistre aujourd'hui, c'est-à-dire ça se publie au bureau de la publicité des droits. Là. Anciennement, ce n'était pas nécessaire de le publier, ça se faisait à l'occasion. Mais pour rappeler l'importance des arpenteurs, c'est que tu l'as mentionné qu'il y avait un doute sur la limite entre la seigneurie Saint-Gabriel et la seigneurie de Sillery. Oui. Mais ça s'est réglé par un bornage.
Je ne sais pas qui l'a fait, là, mais c'est ça. Pour dire à quel point l'arpenteur royal avait un rôle majeur dans la. C'est drôle parce que quand on lit des vieux rapports d'arpenteurs, là, où on borne, là, on chaîne, puis on met des bornes, là, on décrit les repères qu'on met là, sur la terre ou sous la terre. Là. On mentionne souvent des morceaux de briques ou des tessons de vaisselle. On fait un tas là, de tessons de vaisselle, morceaux de briques. Puis ça, c'est la borne là, que l'arpenteur va mettre. Là. Puis lui, il s'attache à ça, là, puis là, il déroule sa chaîne pour mesurer, puis tout ça, là, avec le bon angle, puis tout ça. Là. C'est quand même assez spécial de lire des rapports d'arpentage comme ça. Aujourd'hui, ça se fait tout électroniquement, là, évidemment. Là. Alors, Francine. Moi, c'est une question. Quand tu as parlé là, des biens des Jésuites et des actes de concession, c'est aux Archives nationales. Est-ce que c'est numérisé? C'est tout numérisé, la plupart? Tout, je ne pourrais pas te le dire hors de tout doute, là. Mais il y en a. Moi, évidemment, la vérification que j'ai faite, c'est avec les documents qui sont numérisés. Donc, d'après moi, là, tu as la majorité des titres qui sont des actes de concession qui sont numérisés. OK. Et pour les Jésuites. Pour les Jésuites, est-ce que la seigneurie de Saint-Augustin appartenait aussi aux Jésuites? Non. Non? OK. Malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver les actes de concession. Quand c'est fait par un notaire et que c'est dans son greffe, on peut le trouver dans le greffe du notaire. Des fois, c'est numérisé, des fois, ça ne l'est pas. Non, ouais, c'est pas numérisé. Ouais. Bon, c'est ça. C'est ça. Mais les Jésuites, le bonheur, c'est que la couronne a tout ramassé et ça s'est retrouvé dans les votes des Archives nationales. OK. Merci. Ça fait plaisir. Si vous avez une nouvelle main, M. Savard, ou c'est l'ancienne? Une vieille main. C'est une vieille main. Non, ça va, ça va. Alors, ben, écoutez, je vous remercierai encore une fois de votre écoute, de notre passion. Puis, ben, j'étais content de pouvoir faire mon mercredi de l'histoire ce soir quand même si on n'avait plus de local. Puis que nos affaires étaient cachées quelque part ailleurs. Ça m'a fait le plaisir de pouvoir, encore une fois, partager ma passion avec vous autres, partager votre passion avec moi. Alors, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite le bonsoir, puis on se revoit le 2 mars prochain. Puis, les gens qui font partie du conseil d'administration, on va vous demander de rester connectés quelques minutes une fois que les membres auront quitté. On vous écrit bientôt pour le prochain mercredi de l'histoire, tout le monde. Puis, merci à nouveau de votre présence ce soir. C'est toujours un plaisir de vous voir. Merci. Au revoir, tout le monde. Bye, Madeleine. Merci, Mario. Merci, M. Turcotte. Merci beaucoup. Merci. Bye, Merci. M. Campagna. Merci. Merci, Mario. Intéressant. Merci, Mario. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye.